Ce soir-là, ma femme a commencé à préparer à manger. Après quelques minutes, on a entendu un coup de feu et un grand bruit qui a fait bouf. C'était la bouteille de gaz. On a entendu encore un coup de feu. Ma femme est sortie jusqu'ici et elle a poussé un cri. J'ai vu que du sang coulait de là, de son ventre. Elle était enceinte. On allait avoir un troisième enfant. Il restait 2 mois avant la naissance. Et c'était un garçon, j'étais heureux. J'ai pris mes 2 filles dans mes bras et on pleurait. Leur maman était là, morte. La femme de Tarzan Rostas a été abattue le 22 février dernier sur le pas du mobil-home qu'elle occupait avec sa famille en lisière de forêt, dans une petite ville tranquille de Haute-Savoie. Angela était rom. Elle aurait été victime d'un crime de haine commis par 2 chasseurs, sur fond de rumeurs et de préjugés racistes dans la vallée. Originaire de Roumanie, Angela et son mari arrivent d'abord en Suisse, en 2010. Pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs 2 filles, le couple mendie. Angela s'installe tous les jours devant ce supermarché de Genève. Elle est très vite acceptée et appréciée des habitants de ce quartier populaire. Angela s'intègre, devient même bénévole à la paroisse. Après quelques années dans la rue en Suisse, la famille s'installe à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, en France, dans une petite caravane qu'ils posent au bout de ce champ. Le terrain appartient à Jean-Michel et Dominique Favre, d'importants exploitants agricoles dans la région. Ils décident de tolérer la présence des Rostas, mais ils sont bien les seuls. Oui, c'était un Rom. Ils faisaient des fois des vidanges à côté de la caravane, des vidanges de voitures, des choses comme ça. Alors nos voisins nous montraient un peu du doigt en disant « vous laissez faire des choses, vous laissez faire ci ». Eh oui, mais bon, qui n'a pas fait une vidange dans sa cour de maison, quoi. Mais bon, vu que c'était des Roms, eh ben on leur montait plus du doigt. J'ai des petits-enfants qui étaient du même âge et c'est vrai que ça m'aurait horrifié de les chasser comme ça, de but en blanc. À 2 reprises, alors que les Rostas sont absents, leur caravane est incendiée. En 2023, pour respecter de nouvelles normes environnementales, Jean-Michel Favre est contraint de demander à la famille de quitter le terrain. La maman, elle m'a remercié quand ils sont partis. Elle m'a dit merci. Voilà. Ça fait de la peine. Parce que bon, elle ne méritait pas. Et les enfants encore moins. Les Rostas installent un mobil-home dans le village voisin, sur un terrain communal, à proximité d'habitation. Pragmatique, le maire, Pierre-Jean Crastès, engage le dialogue avec la famille et lui donne accès à l'eau. Ce qui provoque la colère de ses administrés. Ça a été le sitting à la mairie très rapidement, parce que ils ne voulaient pas que la situation de pollution qui était à quelques centaines de mètres s'installe là. Il y avait des nuisances réelles, un défilé de véhicules le soir, la nuit, la musique fort. Est-ce que vous ressentiez une animosité grandissante à leur égard? Des plaintes, oui, mais pas d'animosité personnelle. Les plaintes légitimes des riverains, j'ai jamais ressenti d'animosité au point de lui vouloir du mal. Jamais. Jusqu'au soir du 22 février, quand Angela Rostas est abattue devant son mobil-home. Une scène de crime mystérieuse où débarquent à la tombée de la nuit 15 enquêteurs de la section de recherche de Chambéry. Donc les 4 hypothèses de travail qui se présentent à nous sont tout d'abord l'hypothèse du féminicide.
Ensuite, la question du différend familial, du règlement de compte se pose également à nous. Et puis, nous ressentons assez rapidement une hostilité du voisinage. Quatrième hypothèse qui s'impose à nous après quelques jours, c'est le mobile lié à la xénophobie. Premier indice, en bordure du bois, les gendarmes finissent par retrouver des étuis de balles d'un calibre traditionnellement utilisé pour tirer du gros gibier. En étudiant la liste des téléphones bornant à proximité du mobil-home au moment du crime, plusieurs appels entre deux lignes attirent leur attention. Elles appartiennent à Mathias A. et Franck B., deux jeunes chasseurs du coin. Le 4 juin, ils sont interpellés et l'arme du crime est retrouvée au domicile de Mathias A. Placé en garde à vue, ce dernier passe rapidement aux aveux. Franck m'a laissé au bord de la route. J'ai traversé les bois. Je me suis couché, allongé à plat ventre, avec l'arme posée sur mon bipied. J'ai tiré 2 coups. J'ai visé la bonbonne de gaz, mais jamais j'ai visé quelqu'un. C'était pour leur faire peur. Je n'avais rien spécialement contre ces personnes, si ce n'est que ces gens profitent de tout sur des emplacements. Personne ne dit rien, et tout le monde les laisse faire. C'est des personnes invasives. Franck était dans la même haine. Une haine qui se serait installée depuis plusieurs mois chez deux hommes qui n'avaient pourtant jusqu'ici jamais fait parler d'eux. Le tireur, Mathias A., est âgé de seulement 26 ans. Il est à la tête d'une petite entreprise de BTP que lui a transmise son père et président de la société de chasse de sa commune. Caroline Quentin est une amie de la famille. Elle est restée stupéfaite en apprenant l'arrestation du jeune homme. Mathias, c'est un bon garçon, c'est un brave gars en fait. Ouais. Je pourrais vous dire l'inverse, mais en fait, c'est pas la vérité. Je vous dis, vous trouverez personne dans le coin qui vous dira le contraire. Je pense pas. Enfin, c'est impossible pour moi. Parce qu'il est réputé, il est connu comme ça. Il est vraiment gentil, bosseur. Est-ce que vous avez déjà vu Mathias agressif ? Jamais. Jamais agressif. À l'image de son papa, de sa sœur, très doux, très délicate, très polie. Est-ce que c'est des gens, que ce soit le père ou le fils, que vous avez déjà entendu tenir des propos de haine, des propos racistes ? Jamais. Jamais. Non. Le père et le fils auraient pourtant parfois montré un autre visage, notamment auprès de la famille Rostas. Ils les croisent régulièrement, car le mobil-home est situé à côté de la chambre froide où les chasseurs entreposent les carcasses. Tarzan Rostas affirme aujourd'hui qu'ils manifestaient ouvertement leur animosité. Avec son père, il faisait des tours dans leur Jeep. Il braquait les phares de la Jeep sur le mobil-home. Moi, je disais bonjour. Et eux, ils ne répondaient rien. J'allais chercher de l'eau à un robinet à 2 km. J'y allais avec des bidons. Et un jour, il m'a dit de ne plus aller là-bas. Il a même fermé le robinet pour que je ne puisse plus prendre de l'eau. Pourquoi il ne voulait pas que vous preniez de l'eau ici ? Il a vu qu'on était des tziganes. Et il ne nous supportait pas. En février 2023, le père de Mathias A. décède subitement. Une période difficile, durant laquelle le jeune homme renoue des liens d'amitié avec Franck B., un autre chasseur qu'il connaît depuis son enfance. Il a 30 ans, il est plombier, lui aussi à son compte. Ces derniers mois, les deux jeunes hommes partagent un point commun. Ils ont subi des vols. Du matériel professionnel dans un fourgon pour Mathias, des cambriolages pour Franck. Les deux amis soupçonnent des gens du voyage. Une conviction que partage la mère de Franck. Elle a accepté de témoigner anonymement. La journée, ils arrivent, les gens du voyage, ils arrivent en scooter, ils n'arrêtent pas de tourner, ils prennent des repères, et puis là, ils attaquent la nuit.
on les voit sur la caméra. Mais le temps que nous, on arrive, c'est déjà fait. Donc, ils viennent, c'est voler les chiens, des chiens qui sont nés avec notre fils, donc qui les a soignés, qui les a dressés. C'est des chiens qui fait des concours avec, ils ont appris. Donc, quand même, il y a de la valeur sentimentale et tout le temps qu'il a passé avec eux et l'argent qui lui a coûté, sans compter les moutons, sans compter les poules. Mais ils lui ont tout fait. La mère de Franck affirme que son fils a déposé plusieurs plaintes qui ont toutes été classées sans suite. Nous n'avons pas pu le vérifier. Pendant des mois, Franck B et Mathias A auraient ruminé un sentiment d'injustice jusqu'à une soirée alcoolisée, le 20 février dernier, où ils auraient décidé d'une première expédition punitive. À la tombée de la nuit, ils se seraient glissés à proximité de cette aire d'accueil des gens du voyage et auraient tiré tous les deux, au hasard. Faut venir voir. Là, on a fermé un petit peu pour pas qu'elle rentre vraiment la pluie. Vous voyez, c'était des plus grands trous, ils étaient comme ça. Ouais, ils ont ici, il y a ici. Le matériel. Vous voyez, ici, il y avait mon frère qui vient d'avoir 13 ans. Il a attendu le premier coup, et de premier coup, il s'est levé et Ara, il a passé sur sa tête. On était vraiment chanceux qu'il n'a pas vraiment touché. Ça, c'est la deuxième caravane qu'on a été touché. Vous voyez les trous ici. Il cherchait à faire des meurtres. Maintenant, ça n'aurait pas dû avec nous, ce jour-là, à minuit. C'était un miracle. C'était un miracle. Peut-être mon frère et mon cousin, ils étaient morts. Le lendemain, Franck B avoue les faits à l'un de ses amis chasseurs. L'homme n'a pas souhaité témoigner devant notre caméra, mais au téléphone, minimise le geste de Franck B. Ses propos sont révélateurs du contexte tendu dans la région. Je l'ai engueulé, je lui ai dit, vous êtes con, donc vous vous rendez compte que c'est des balles que vous tirez, là, ça traverse. Il dit, oui, c'est vrai, on est du pot, il n'y a pas eu de blessés, et tout, mais il n'en était pas fier. Et vous, à ce moment-là, vous ne voyez pas l'utilité d'aller voir les gendarmes? Non, ça ne me regarde pas, c'est toujours pareil. Donc, vous avez des gens qui se font mettre à travailler, qui se font casser les maisons, pendant que ces gens-là ne branlent rien à côté et vivent de vol. Prenez la température autour. Tout le monde se fout des coups de fusil contre les caravanes. Tout le monde. Au lendemain de la fusillade, les gens du voyage quittent l'aire d'accueil. Satisfaits du résultat, 2 jours plus tard, les complices auraient décidé de récidiver. Mais cette fois, l'issue est fatale pour Angela Rostas. Un acte irrationnel selon l'avocate de Mathias A. Son client lui a confié avoir visé la bonbonne de gaz sans réfléchir, sans même savoir si quelqu'un se trouvait à l'intérieur du mobil-home. Alors que le tir vient de partir, il va entendre des cris qui vont le faire sortir, j'allais dire, de cette torpeur, ou plutôt rentrer dans un système de sidération, puisqu'à ce moment-là, il se rend compte intuitivement qu'il a dû se passer quelque chose de grave, même si lui dit ne jamais avoir vu effectivement cette jeune femme sortir de son mobil-home, encore moins l'avoir vue être blessée. Il est dans un état de panique, il s'enfuit et il est tellement, j'allais dire, en état de panique qu'il va même se perdre dans un lieu qu'il connaît pourtant parfaitement et avoir du mal à retrouver le véhicule de Franck. Il n'est pas venu dans l'intention de tuer, même si les actes qu'il a commis pouvaient effectivement et malheureusement ont eu pour finalité de tuer. Les expertises balistiques et la reconstitution devront déterminer si Angela Rostas a été victime d'un tir direct et si Mathias A pouvait ou non l'apercevoir dans la lunette de son fusil. À ce stade, en tout cas, la justice a mis en examen les 2 hommes pour meurtre et tentative de meurtre, aggravée par le mobile raciste. Il ne ressort pas des investigations que les 2 mises en examen, ils avaient des difficultés personnelles avec les personnes visées par les tirs. Le seul point commun entre les faits du 20 et les faits du 22 février, sur 2 groupes qui sont différents, qui ne se connaissent pas, c'est bien cette appartenance à ce groupe ethnique. Une circonstance aggravante qui fait encourir aux 2 complices la réclusion criminelle à perpétuité.
L'avocat de Franck B conteste, lui, que son client ait été animé par une idéologie raciste. Il souligne plutôt la dérive de jeunes hommes imbibés de stéréotypes largement répandus autour d'eux. Ça fait des décennies qu'on entend dire que quand il y a des gens du voyage qui passent quelque part, il y a des vols. Ça fait des décennies qu'on entend dire quand ils sont là, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui vivent de rapine. C'est des gens qui sont impunis. C'est des gens qui ont des aides. C'est des gens qui ont des belles voitures et tout. Et du coup, il y a une sorte de ségrégation qui se crée de façon très inconsciente. Au bout d'un moment, des gens qui ont, je vous dis, le vide de la pensée est creuse, rien, personne ne fait rien, nous on va faire. Alors, justice soi-même, c'est pas d'aller les tuer, surtout pas, mais on va les faire dégager. Tout ce que vous avez égrené, c'est une liste de préjugés racistes. Ils n'ont aucune culture sur le raisonnement de dire c'est une ethnie, c'est une race, etc. C'est la justice qui m'a greffé ça. Un climat délétère qui explique peut-être l'omerta au sujet de ces crimes dans la vallée. L'enquête a établi que les 2 suspects avaient avoué leur implication dans la mort d'Angela Rostas à une quinzaine de personnes de leur entourage. Aucune ne les a dénoncés. Depuis la mort de sa femme, Tarzan Rostas vit dans sa voiture sur un parking proche de la frontière suisse. Il doit rester ici pour répondre aux convocations de la justice, mais d'y vivre dans la peur, tout comme ses filles, réfugiées provisoirement en Roumanie. Nous, on a peur de revenir en France. Qui sait, ils vont peut-être nous tuer, nous aussi. S'il te plaît, fais tout ton possible pour nous rejoindre. C'est risqué de rester là-bas, ils peuvent te tuer. Oui, ma fille. Et là, on serait vraiment orpheline. Avec Rada, on a des gros problèmes. Elle a du mal à s'endormir le soir, elle se réveille en pleine nuit, elle voit maman. Elle la voit pleine de sang. Dis-lui d'arrêter d'y penser. Ok. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mais vraiment, arrêtez d'y penser. Et priez Dieu. Mathias A et Franck B ont été incarcérés. Ils doivent être entendus par la juge d'instruction début octobre.